Bonjour à tous, je m'appelle Henri Julien, je suis Medical Advisor pour l'Europe en charge du VIH. Je travaille pour Terra Technologies. Au nom de Terra Technologies, je voulais vous remercier de vous joindre à nous pour ce symposium. Je souhaitais également remercier les organisateurs du congrès Synergie et Résistance et nos trois orateurs et modérateurs de ce soir, le professeur Charpentier, le professeur Marcelin et le professeur Rey. Merci à tous et je passe sans attendre la parole au professeur Rey. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous allons envisager un sujet un peu particulier qui est celui des anticorps monoclonaux et en particulier d'un anticorps monoclonal anti-VIH. Et donc, ça pose la question des données disponibles, de son mode d'action, des modalités d'évaluation d'une éventuelle résistance et puis des données disponibles en termes cliniques qui vont amener à discuter les questions d'indication. Alors, on mettra toutes les questions à envisager en fin d'intervention des trois topos. Et j'ai le plaisir donc de partager ces interventions avec deux professeurs de virologie expertes dans le domaine. Donc, d'une part, en premier lieu, on va avoir l'intervention de Charlotte Charpentier, qui est professeure donc, de virologie et qui est impliquée en particulier au niveau de Bichat dans le cadre de l'infection VIH2 dont elle est experte. Et puis, le professeur Anne-Geneviève Marcelin, donc, qui aussi a une expertise toute particulière dans l'évaluation des antirétroviraux à la pitié salpêtrière. Voilà, et puis moi je clôturerai avec les données cliniques disponibles et en particulier l'étude pivot qui a donné lieu donc aux procédures d'enregistrement. Donc sans plus tarder, je donne la parole donc à Charlotte Charpentier pour envisager le mécanisme d'action et donc plus particulièrement centré sur l'ibalizumab. Charlotte, c'est à toi. Merci beaucoup, Jacques. Merci à la firme de nous proposer de faire ce topo sur un mécanisme, effectivement, sur un peu une stratégie innovante de blocage de l'action du cycle de réplication du VIH. Alors, le titre qui m'était donné sur les différentes stratégies à base d'anticorps en évaluation dans le VIH et mécanismes d'action des anticorps disponibles en 2020, que je vais vous brosser un peu un portrait de ce qui est disponible en utilisation d'anticorps, vous allez voir dans différentes indications, et puis plus particulièrement la deuxième partie de topo sur l'ibalizumab. Voici mes liens d'intérêt. Alors, effectivement, comme je vous disais, ces anticorps anti-VIH, eh bien, il y a plusieurs, entre guillemets, moyens de les utiliser. Ils peuvent avoir plusieurs indications, j'allais dire, couvrant tout le spectre, c'est-à-dire de la prophylaxie à la thérapeutique, puisqu'ils peuvent être, et on va voir évidemment que ce n'est pas les mêmes anticorps hein, selon les indications, ils peuvent être utilisés en prophylaxie pré-exposition, en prophylaxie post-exposition, il y a eu même des essais en PTME, et puis ils peuvent avoir un objectif pour le coup plus thérapeutique, avec l'objectif du maintien d'une charge virale inférieure à 50 copies par ml après arrêt des antirétroviraux. Donc là, on va parler plus en stratégie de rémission. Et aussi à titre thérapeutique, mais là comme inhibiteur associé à d'autres antirétroviraux. Donc là, plutôt comme inhibiteur d'une cible du cycle de réplication du VIH. Donc voici les différentes indications. On entend dans ces anticorps, évidemment, il y a ce qu'on appelle les anticorps neutralisants dirigés contre le VIH. Donc, vous voyez ici l'histoire naturelle sur cette figure, avec évidemment les premiers anticorps marqueurs de la qui apparaissent, marqueurs de la séroconversion, des anticorps neutralisants NABS autologues, qui mettent un peu plus de temps à arriver. Et puis, vous voyez ce qu'on appelle les anticorps neutralisants à large spectre, les BINAPS,
qui mettent plus de temps à apparaître et qui ont vraiment donc un rôle, comme leur nom l'indique, de neutralisation, large spectre puisque actif sur une très grande diversité de génétique, donc différents types différents sous-types, différents types de VIH, mais ils sont aussi possiblement peuvent avoir un impact sur la diversité du VIH et donc peuvent sélectionner de la résistance au niveau des épitopes qu'ils ciblent. Alors voici les anticorps monoclonaux humains largement neutralisants, les fameux BINAPS, qui sont majoritairement évidemment dirigés contre les glycoprotéines de l'enveloppe de surface, la GP120, et transmembranaire, la GP41. Vous voyez qu'il y en a un très grand nombre dirigés contre le site de liaison au CD4, mais également contre les sites glycanes de la boucle V3 de la GP120, ou contre des sites de la boucle V1-V2, mais également dirigés contre l'autre glycoprotéine d'enveloppe, la GP41, glycoprotéine dite de fusion ou transmembranaire. Donc voilà, une très grande diversité de ces BINAPS, comme vous le voyez sur cette diapositive. Alors, vraiment en très synthétique, en très schématisé, je ne vous ai pas mis de référence parce que sinon on pourrait y passer des heures sur ces anticorps neutralisants et sur les résultats. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour faire un peu juste un point très synthétique. Alors, en prophylaxie pré-exposition, les BINAPS ont montré leur efficacité dans cette prophylaxie dans les modèles animaux. De la même manière, pour la prophylaxie post-exposition en EPTME, il y a des données qui sont encourageantes dans les modèles animaux. Alors, en termes thérapeutiques, avec, comme je vous disais, l'objectif du maintien d'une charge virale inférieure à 50 copies après l'arrêt des antirétroviraux. Alors là, ce qui a été montré, il y a une contribution des BINAPS au contrôle de l'infection, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un maintien de la charge virale, mais très souvent, on voit qu'il y a un rebond, même s'il met un peu plus de temps que quand il n'y a aucun accompagnement à l'arrêt du traitement antirétroviral, mais on voit quand même un rebond. On peut voir des niveaux de charge virale un peu plus faibles que le charge virale préthérapeutique. Mais clairement, tout seul, ça ne suffit pas, même si effectivement, ça booste la réponse immunitaire spécifique en termes de CTL, et puis il peut avoir un ciblage du réservoir. Alors, seul, ça ne suffit pas pour avoir une action. Il faut ajouter un autre immunomodulateur, et surtout, seul également, pourquoi ça ne suffit pas? A priori, non. Il faut associer plusieurs BINAPS, justement, comme je vous disais, pour le risque d'émergence de résistance. Et puis, la dernière catégorie qui va ensuite nous intéresser, les anticorps, là vraiment à visée thérapeutique, en étant associé à d'autres antirétroviraux, et donc c'est l'anticorps anti-CD4, ibalizumab. Donc voici comment est fait cet anticorps anti-CD4. Donc un anticorps monoclonal humanisé, ciblant le récepteur CD4, qui a été conçu à partir d'un progéniteur murin, en greffant la région déterminant la complémentarité, le CDR, des domaines variables sur les IgG de type 4 humaines. Donc vous avez le schéma sur la figure de droite dans la diapositive. Donc vous voyez ce qui fait qu'il y a finalement assez peu de séquences murines, un anticorps humain à 95%, ce qui permet d'avoir une immunogénicité plus faible chez l'homme que dans les anticorps murins chimériques. Et le squelette de IgG de type 4 a été choisi pour ses fonctions effectrices limitées, c'est-à-dire en termes de toxicité cellulaire dépendante des anticorps, ou de phagocytose, ou d'activation du complément, ce qui permet de ne pas avoir trop d'effets délétères. Alors, cet anticorps anti-CD4 ibalizumab, il se lie au domaine extracellulaire numéro 2, le D2, du récepteur CD4. Et en fait, sa liaison va empêcher les changements conformationnels induits par l'interaction GP120-CD4 suite, suite à un encombrement stérique.
Et cela va créer donc une interférence avec les étapes post-attachement qui sont requises pour l'entrée du virus dans la cellule. Donc, vous avez ici caractérisé la liaison entre sur cette figure en bas, entre l'ibalizumab et le domaine D2 du CD4. Cette liaison au domaine D2, domaine 2 du CD4 se fait avec une forte affinité. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est un site de liaison qui est différent de celui des molécules du CMH de type 2 qui se lient au niveau du domaine 1 du CD4, ce qui fait que ça limite l'impact de la liaison de l'ibalizumab sur les fonctions immunes médiées par le CD4. Ainsi, finalement, l'anticorps anti-CD4 est un inhibiteur évidemment de l'entrée, mais finalement une nouvelle cible dans l'entrée, puisque c'est un inhibiteur post-attachement. Vous savez, vous avez ici schématisé les 3 étapes de l'entrée, l'attachement de la GP120 sur le CD4, donc là qui est ciblé par une molécule en cours d'ATU, l'inhibiteur d'entrée d'attachement au fostemsavir. Il y a ensuite la liaison au corécepteur CCR5, donc ciblée par le maraviroc, et la fusion ciblée entre la membrane cellulaire et l'enveloppe virale, ciblée par l'antivirité. Donc l'IBA, finalement, va être un inhibiteur post-attachement qui va empêcher le passage de la première étape de l'entrée à la deuxième, entre l'attachement et la liaison au corécepteur CCR5 ou CXCR4. Alors là, du coup, par ce mécanisme, vous avez vu que c'est une cible qui est finalement cellulaire, ce n'est pas une cible virale. Et c'est vrai que, comme le rappelait Jacques, nous, dans la VIH2, on est toujours très intéressés d'avoir des nouvelles classes antirétrovirales. Surtout, dans l'entrée, il n'y a pas grand-chose qui, dans le VIH2, est actif. Alors, effectivement, il y a le maraviroc, mais là, vu qu'on a une cible cellulaire, on était très intéressés de voir l'efficacité antivirale de l'ibalizumab contre le VIH2. Et donc, ce travail de Quentin Lingras dans l'équipe qui a testé l'IC50 d'ibalizumab de 6 isolats cliniques de VIH2 issus évidemment de patients naïfs d'ibalizumab. On a testé des VIH2 aussi bien de groupe B que de tropisme IS4 ou R5. Et sur l'ensemble des souches testées, on voit que l'ibalizumab est actif in vitro. Donc, ce qui est des données tout à fait intéressantes et qui montrent de l'activité in vitro de cette molécule sur le VIH2. En ce qui concerne le VIH1, pour vous montrer, là, je ne vais pas vous parler de résultats, ce n'est pas ma partie, mais dans cette étude, il y a les résultats de sensibilité à baseline de la sensibilité des virus à l'ibalizumab. Donc, vous avez sur la gauche la courbe de sensibilité avec, vous voyez, un plateau. Donc, ça, Anne-Geneviève vous en parlera du plateau maximal d'inhibition dans les analyses de résistance. Et vous avez effectivement ce plateau, donc soit 100%, évidemment quand c'est totalement, le plateau est totalement inhibé, mais vous voyez que l'ensemble des virus baseline sont sensibles, quel que soit là aussi le tropisme, R5, double mixte ou IS4. Alors, du coup, si on fait une synthèse des propriétés de cette nouvelle molécule avec un anticorps anti-CD4, il est actif contre tous les sous-types majeurs et notamment même sous-type majeur du VIH1, mais aussi contre les 2 types, VIH1 et VIH2, actif contre des virus de tropisme R5 et S4, pas de résistance croisée avec les autres antiviraux, pas d'antagonisme observé avec un autre antirétroviral, même un effet synergique, une action synergique avec l'antifertile, un métabolisme par l'internalisation du récepteur CD4, pas d'interaction avec les antirétroviraux actuellement commercialisés, il n'y a pas eu d'interaction significative qui ont pu être identifiées au cours des essais cliniques. Ainsi, ça ouvre la voie d'une nouvelle classe d'antirétroviraux avec des,
Jacques en parlera et puis on aura l'occasion de le citer, avec effectivement, c'est un anticorps, donc des modes d'administration et des indications vraiment réservées, voilà, des virus, à des patients porteurs de virus multi-résistants qui seront plus la cible de ce nouveau mécanisme d'action. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Charlotte. Donc, on va passer tout de suite à l'intervention du professeur Anne-Geneviève Marcelin sur l'évaluation des mécanismes de résistance à l'ibalizumab. Alors, je pense que Charlotte, il faut que tu arrêtes de partager ton écran. Pardon, pardon. Merci. Alors, excusez-moi, il faut que je retrouve mon... J'ai un petit souci. Excusez-moi, je ne trouve pas mon... Je suis vraiment désolée. Je vais recommencer parce que je n'arrive pas à trouver mon diaporama est là. J'y vais. Excusez-moi pour le retard. Écoute, merci beaucoup pour l'introduction, Charlotte, puisque tu as très bien résumé les mécanismes d'action de l'ibalizumab, ce qui va me permettre, moi, de me concentrer donc, sur l'évaluation des mécanismes de résistance. Donc, voilà ma déclaration publique d'intérêt. Donc, vous connaissez maintenant très bien la façon dont on évalue la résistance pour tous les inhibiteurs compétitifs du VIH. Donc, une des manières, c'est d'exprimer la CI50, donc la concentration inhibitrice de 50% de la réplication virale dans des tests phénotypiques. Et donc, on va regarder si cette CI50 est augmentée par rapport à une souche de référence. Donc ça, c'est pour les inhibiteurs qui ont un mécanisme d'action compétitif vis-à-vis de la réplication du VIH. Comme vous l'a dit Charlotte, l'ibalizumab n'est pas un inhibiteur compétitif. Donc, on va pouvoir étudier bien évidemment également cette CI50 pour étudier la susceptibilité du virus à cet anticorps. Mais on va s'intéresser également à une autre notion qui va être exprimée par ce qu'on appelle la réduction du pourcentage maximal d'inhibition, ce qu'on appelle MPI, qui va s'exprimer, je vais vous le montrer sur une diapositive suivante, par un aplatissement de la courbe d'inhibition. Ça va plus simplement être un décalage de la valeur de la CI50 vers la droite, mais également un aplatissement de cette courbe d'inhibition. Qui va être donc devenir inférieur à 100%. Et donc, pour le moment, c'est bien c'est évalué par le test de monogramme, par le PhenoSense HIV Entry Assay, qui va mesurer donc, la capacité d'un pseudovirus à infecter des cellules en présence de dilution de l'inhibiteur. Donc, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, c'est ce pourcentage maximal d'inhibition qu'on voit ici. Donc là, par exemple, vous avez une courbe d'inhibition classique d'un virus qui est sensible à un antirétroviral donné. Et puis, quand on a un antirétroviral, disons, de type compétitif, eh bien, en cas de résistance, on va avoir un décalage de la courbe d'inhibition vers la droite avec une augmentation de l'IC50. Mais vous voyez que pour des inhibiteurs non compétitifs comme l'ibalizumab, on peut avoir aussi des courbes tout à fait aplaties avec un espèce de plateau ici et qui va donc exprimer une résistance du virus vis-à-vis de la molécule puisqu'on n'atteindra jamais les 100% d'inhibition de la réplication du virus. Donc, la résistance à l'ibalizumab, on a déjà quelques données. Ça a par exemple été étudié dans les études de phase 1B, où là,
dans ces études, on étudiait donc l'activité virologique, enfin la réduction, l'efficacité de l'ibalizumab à plusieurs doses, 3 doses pendant 9 semaines chez des patients infectés par le VIH, qui avaient des charges virales détectables. Et ce qui avait été observé, c'est que chez certains de ces patients, malgré une administration donc, prolongée de l'ibalizumab, il y avait des réductions de charges virales qui étaient parfois transitoires et qui retournaient à un niveau de baseline, ce qui était vraiment très en faveur d'une résistance à cet anticorps. Et donc, pour étudier de manière plus précise ce qui se passait, donc il y a des études donc, de phénotypiques qui ont été réalisées à partir des prélèvements faits à J0 et après 9 semaines de traitement chez 14 sujets donc, qui présentaient des rebonds virologiques. Donc ça, c'est un papier qui a été publié en 2011 et je vous montre ici les résultats publiés dans ce papier. Et vous voyez qu'on voit qu'à J0, chez les 14 patients donc, dont les virus ont été étudiés à baseline, donc il y avait une MPI qui était entre, disons, 90 et 100%, donc la totalité des virus qui étaient sensibles à l'ibalizumab. En revanche, quand on regarde les MPI à la semaine 9, on voit une réduction significative de cette MPI à la semaine 9. Et donc, il y a une analyse un petit peu plus approfondie qui a été faite sur les différents clones issus des virus à J0 et à week 9. Et on voit cette réduction ainsi entre J0 et week 9 de la MPI, avec parfois une variabilité selon les clones étudiés, mais en médiane, il y avait quand même une réduction significative du maximum d'inhibition entre J0 et week 9. Voilà. Donc, cette étude a mis en évidence une réduction de la sensibilité phénotypique des virus à la semaine 9. Et donc, le travail suivant a consisté à essayer de rechercher des déterminants génotypiques de cette résistance en séquençant donc, la GP160 de 96 clones issus de 4 patients à J0 et à la semaine 9. Ce qui a été montré, c'est que en fait, il n'y avait pas, quand on séquence la GP160 en entier, il y a effectivement des mutations, en particulier dans la GP120, pas de mutation au niveau du CD4 binding site, pas de différence au niveau de V1, V2, mais ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y avait une région, notamment dans la région V5, de la GP120, une diminution du nombre de sites potentiels de N-glycosylation dans la V5. Et on le voit ici avec une réduction on passe là, par exemple, j'espère que vous voyez ma petite flèche, de 2 sites à 1,3 sites, 1,8 sites à 1 site. Et donc, on voit une réduction de ce nombre de sites de glycosylation dans la V5. Donc, ce qui pourrait être donc, un déterminant génétique de la résistance. Et puis, donc, ensuite, il y a des corrélations entre ces génotypes et ces phénotypes qui ont été réalisées et qui montrent bien une corrélation entre cette diminution observée du nombre de sites de glycosylation et la diminution de la MPI. Vous avez ici, quand on est à 2 sites, 1 site et on tombe à 0 site de glycosylation et on voit une réduction donc significative de la MPI qui passe de 99 à 71 à 40%. Et donc, si on regarde plus particulièrement où sont localisés ces sites de N-glycosylation, eh bien, on voit que certains déterminants semblent vraiment localisés
dans la partie N-terminale de la V5, et notamment à certaines positions ici qui sont indiquées, la position 460 et 464. Alors c'est vrai que seul, là c'est de la mutagénèse dirigée hein, qui a été réalisée en introduisant la perte des sites de N-glycosylation dans la V5. Quand on les introduit donc de manière unique, hein, un seul mutant, on a ici une réduction de la MPI, mais pas ici. En revanche, quand on introduit les deux mutations à la fois par mutagénèse dirigée, on a une réduction significative de la MPI. Cette diapositive, c'est un petit peu la même chose, mais dans un autre papier qui montre bien effectivement cette réduction de la MPI en fonction du nombre de sites de N-glycosylation. Et avec le détail ici qui vous montre en fonction des sites de glycosylation qui sont là indiqués avec des petites barres bleues là au niveau des N. Et quand ils sont modifiés, eh bien, en fonction des différentes modifications, on voit que la MPI peut varier de manière assez significative. Et c'est essentiellement quand on touche aux sites de glycosylation qui sont localisés dans la zone N-terminale de la V5 qu'on observe une réduction plus importante de la MPI. Alors, ces sites de glycosylation, à quoi ils servent? Ils sont très importants. Ils sont très importants au niveau de l'enveloppe. Ce sont des déterminants importants qui sont des facteurs importants donc dans l'entrée qui favorisent l'entrée virale. Et même de tout petits changements au niveau de ces sites de glycosylation peuvent altérer des changements, peuvent altérer donc la conformation de l'AGP120 et sa conformation, et a donc altéré l'entrée du virus dans la cellule. Donc ce sont des sites assez importants hein, dans l'entrée virale. Et notamment dans un papier là, paru dans Nature Biotechnology en 2013, il a été montré que un site, un site ici au niveau de la V5, si on introduit donc un glycane ici, ça va en fait altérer de manière importante le changement conformationnel de l'AGP120, et ça va pouvoir, par exemple, si on introduit un glycane ici, favoriser l'action de l'ibalizumab, augmenter sa capacité neutralisante. Donc des interactions vraiment très proches entre ces sites de glycosylation et le potentiel de neutralisation de l'ibalizumab. Donc, toutes les données que je vous ai montrées précédemment étaient des données issues de données de phase 1B et puis des données in vitro. Mais donc là, plus récemment, donc au congrès Résistance européen qui a eu en virtuel au mois d'octobre, il a été montré des données donc, de sensibilité à l'ibalizumab dans 3 essais cliniques. Dans les 3 essais cliniques qui ont été réalisés avec l'ibalizumab chez des patients hautement prétraités et avec des virus multirésistants. Donc, la sensibilité à l'ibalizumab à baseline a été évaluée à partir de 160 isolats cliniques issus de ces 3 essais. Et ce qu'on voit d'emblée, hein, c'est que à baseline, eh bien, environ 97% des isolats cliniques montrent des MPI tout à fait élevés, avec voilà, ils ont une MPI à 97%, donc la plupart des virus sont sensibles à l'ibalizumab. Et les données in vitro que je vous ai montrées tout à l'heure ont été totalement confirmées dans cette étude, puisqu'on voit que quand on compare donc le nombre de sites de glycosylation à baseline chez les succès ou chez les échecs, donc à baseline, eh bien, il n'y a pas de différence
du nombre de sites de glycosylation à baseline. En revanche, on voit à l'échec, au moment de l'échec virologique, hein, une diminution significative du nombre de sites de glycosylisation, et on voit des données similaires avec l'AMPI à baseline et au moment de l'échec, avec une réduction significative de l'AMPI. Donc, des analyses, donc les analyses génotypiques et phénotypiques là, dans cette étude ont été conduites chez 45 patients qui avaient des prélèvements AJ0 et au moment de l'échec, hein, définis selon le protocole. Et en dehors de cette perte de sites de glycosylation au moment de l'échec virologique, il n'a pas été montré d'association entre la réduction de la MPI et l'ensemble des changements d'aminoacides à 23 positions étudiées donc, sur la GP 160. Donc, le mécanisme de résistance probable, c'est une capacité des variants résistants à faciliter les changements conformationnels du complexe CD4 GP120 et donc l'engagement du corécepteur malgré la fixation de l'ibalizumab. Donc, en conclusion, je dirais que l'ensemble des virus de type HIV1 montre une sensibilité à l'ibalizumab, que ce soit quand on regarde en fonction des différents sous-types, des différents tropismes, des différents stades de l'infection. Le fait que la majorité des souches soient sensibles à l'ibalizumab n'est pas donc en faveur d'une nécessité absolue de déterminer, de faire un test de résistance avant d'initier l'ibalizumab. Et puis de toute façon, Jacques en parlera par la suite, mais ce sont des patients qui sont déjà tellement pré-traités chez qui on l'utilise que finalement, même si la molécule a une petite réduction de sensibilité à baseline, ce n'est pas ça qui va faire la différence dans le choix de la molécule à utiliser, en tout cas pour l'ibalizumab. Dans ce qu'on sait pour le moment, les déterminants génétiques de la résistance semblent être localisés essentiellement dans la boucle V5, dans la région N-terminale, via la réduction du nombre de sites de glycosylation. Et que, bon, alors ça reste à discuter, que lorsqu'il y a une diminution de la MPI en cas d'échec, eh bien, je pense qu'il faut ça, ce sont des travaux qui méritent d'être poursuivis pour essayer de déterminer quelle est la part encore d'activité de la molécule, et que pour le moment, en dehors de ces sites dans la région, dans la boucle V5, il n'y a pas été mis en évidence d'autres déterminants génétiques donc dans la GP160 qui sont associés à une résistance à l'ibalizumab. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je pense qu'on on discutera un petit peu plus à la fin de la session avec mes collègues. Merci beaucoup, Anne-Geneviève. Je vais donc passer sans plus tarder la parole à Jacques Rennes, qui va donc nous parler des résultats de l'expérience en clinique de l'ibalizumab. À toi, Jacques. Merci, Charlotte. Alors, petit souci de progression. Voilà. Alors, déclaration de potentiel lien d'intérêt. Alors, comme ceci vous a été expliqué, donc c'est une molécule assez particulière. Et là, vous avez des images, hein, donc pour les cliniciens en particulier, qui figurent bien le mode d'action de l'ibalizumab et puis une vision en cristallographie. Alors, première donnée, je pense que c'est quand même important en termes cliniques, c'est d'avoir une idée de l'activité intrinsèque d'un antirétroviral. Et vous savez qu'habituellement, c'est évalué sur une administration, sur des délais courts ou éventuellement en administration unique, ce qui est le cas ici. Et on voit ce travail qui remonte donc à 2004, ce qui veut dire que ce produit a eu un développement très long. Il s'appelait autrefois TNX 355. Et là, c'est une étude donc, de dose avec des groupes de 6 patients, une perfusion.
Et on voit qu'il y a un effet dose et que c'est à 10 mg par kilo et à 25 mg par kilo qu'on a une réduction significative de la charge virale de plus d'un log, donc entre un log et un log 5, ce qui donne des valeurs habituelles dans ce type de traitement. Alors, les données dont on dispose sont en particulier issues d'une étude de phase 3 donc, qui a été publiée dans le New England en 2018 et que je vais reprendre parce que c'est important d'avoir ces différentes données. Alors, c'était une étude chez 40 adultes qui avaient une infection VIH1 avec une multirésistance liée donc un échec, donc avec de multiples thérapeutiques antirétrovirales antérieures. Et vous avez représenté les niveaux donc, de résistance à toutes les drogues dans une classe. Vous vous rendez compte que pour chaque classe habituelle, 2/3 des souches étaient résistantes à tous les produits de la classe. Donc, effectivement, c'était quand même des souches mutées et multirésistantes. Alors, les critères d'inclusion, c'était des patients en échec avec une charge virale supérieure à 1000 copies et qui avaient une résistance documentée à au moins 3 classes d'antirétroviraux et qui disposaient de souches qui étaient encore sensibles à au moins un antirétroviral. Alors, le schéma de l'étude, c'était après une période de contrôle entre J0 et J7 pour vérifier l'évolution de la charge virale. C'était la première administration de l'ibalizumab en dose de charge avec 2000 mg en perfusion. Et donc ça découle un petit peu des études évidemment de PK et de connaissance de la pharmacocinétique et pharmacodynamie, où on voit que ce produit donc a une demi-vie de l'ordre de 3 jours et demi, et donc qui va fixer aussi les délais donc, entre 2 perfusions, et on aura après des perfusions toutes les 2 semaines à 800 mg. Alors, on va avoir d'abord une première période de monothérapie fonctionnelle, au sens où on ne modifie pas le traitement en échec. Ça, c'est le schéma habituel maintenant d'évaluation imposé par la FDA notamment, pour l'évaluation des produits chez les multirésistants. Et évaluation avec l'ajout du produit en évaluation. Et puis, au bout d'une semaine, donc, on ajoute un traitement antirétroviral optimisé en fonction des caractéristiques de résistance. Alors, quelles étaient les caractéristiques des patients à l'inclusion? C'était des patients qui étaient traités depuis longtemps, depuis 23 ans en médiane, vous voyez, c'est énorme, qui avaient 10 antirétroviraux en médiane, et puis dont la charge virale, vous voyez, médiane était à 4,5 log, avec de très grosses variations, avec des patients qui avaient parfois près d'1 million de copies. Et puis, vous avez donc des CD4 en médiane, vous voyez, 73, avec des variations quand même importantes, mais globalement des personnes très immunodéprimées. Et ce qui est important aussi, c'est que, compte tenu des profils de résistance, pour 43% de ces patients, il fallait utiliser donc un antirétroviral en développement qui était le fosenzavir, car il n'y avait aucun autre antirétroviral pleinement actif disponible. Le critère de jugement principal, comme c'est habituel dans ce type d'études, était l'évaluation précoce au bout d'une semaine, la réduction de la charge virale de moins 0,5 log, le pourcentage donc de participants qui obtenaient cette réduction. Alors, voilà les résultats de cette étude sur 25 semaines, sur ces 40 patients. Il n'en restait pas 40 à la fin, puisque malheureusement, un certain nombre sont décédés compte tenu de leur état. Et il y en a 9 en particulier qui sont sortis, donc il y en a que 31 qui ont terminé l'étude. Alors, ce que l'on voit, en fait, c'est que sur la partie initiale de monothérapie, on voit que 83% des personnes ont une réponse virologique, ce qui va dans le sens de la sensibilité pratiquement de toutes les souches.
Et quand on regarde après sur des critères plus durs d'un log, on voit quand même qu'il y a 60% des patients qui ont eu au moins un log de réduction en monothérapie sur une semaine, ce qui est bien. Et ça fait donc une réduction, que ce soit en moyenne ou en médiane, le chiffre est identique, c'est 1,1 log. Donc je pense qu'on peut garder en tête cette notion de puissance donc, de l'ordre d'un petit peu plus d'un log. Alors quand on regarde les résultats à 25 semaines, on a donc des chiffres, alors évidemment avec l'ajout du traitement optimisé, où on se retrouve donc avec une réduction moyenne de la charge virale, vous voyez, de moins 1,6 log, avec un peu plus de la moitié des patients qui avaient au moins un log de réduction. Alors, quand il y a eu une étude donc, du taux d'occupation des récepteurs CD4, puisque effectivement c'est important en termes d'efficacité, donc effectivement le produit couvrait bien ces récepteurs CD4. Il n'y a pas eu d'apparition d'anticorps et Charlotte vous a expliqué donc quand même que c'était un produit effectivement qui était profondément humanisé entre guillemets. Et puis, ce qui est intéressant aussi, en lien avec ce qu'a dit Anne-Geneviève Marcelin, c'est que pour les 10 patients avec échec virologique d'emblée ou rebond, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y avait 9 qui avaient une diminution de l'inhibition maximale donc, au moment de l'échec, d'où cette discussion-là de MPI. Et puis, il y avait aussi 3 au moins qui avaient une acquisition de résistance sur le traitement optimisé. Donc ça aussi, c'est un élément important pour réaliser vraisemblablement un montage le plus performant possible, donc pour limiter les problématiques d'émergence de résistance. Alors, quand on regarde l'évolution au cours du temps en termes de réduction de la charge virale, d'une part entre ceux qui ont l'ensemble de la population et puis ceux qui ont terminé, hein, les compléteurs. Donc on voit donc au départ c'est l'effet ibalizumab et puis c'est l'ajout effectivement du traitement optimisé et vous voyez quand même une réduction de la charge virale qui est quand même assez conséquente. Alors, quand on regarde cette réduction de la charge virale en fonction de nombre de molécules actives qui ont été ajoutées à l'ibalizumab, on voit très bien que si l'ibalizumab est seul, l'évolution moyenne de la charge virale n'est pas extraordinaire. Et d'autre part, le pourcentage de personnes qui vont arriver à descendre en dessous de 50 copies et même de 200 est très faible. Donc, il n'est vraiment pas judicieux de faire donc, une monothérapie fonctionnelle prolongée avec l'amilizumab, mais donc il faut absolument trouver au moins une autre molécule. Alors, ce qui est intéressant aussi, on va y revenir dans la diapo suivante, mais déjà, on voit très bien qu'il y ait une, deux ou trois molécules, la réduction active en plus de l'ibalizumab, on est dans des proportions assez similaires de réduction, et que d'autre part, quand on le regarde cette fois-ci en pourcentage de personnes qui sont en dessous de 50 ou 200 copies, on voit que on n'a pas une progression donc, auquel on pourrait s'attendre, mais on a une relative stabilité entre une et deux molécules pleinement actives. Et il y a eu donc une présentation récente à la CROI donc 2020 virtuelle d'une sous-analyse des 30 patients qui avaient au moins donc une ou deux molécules pleinement actives en plus donc de l'ibalizumab, et on voit en faisant précautionneusement donc un petit peu l'analyse des choses, on voit très bien que c'est le dolutegravir et le fostemsavir qui étaient les antirétroviraux les plus utilisés dans ce type de montage. Et on voit à travers l'analyse précise, mais vous pouvez me croire, hein, vous retrouverez les diapositives, c'est que manifestement, la réponse tenait surtout au dolutegravir et pas tellement au fostemsavir. C'est-à-dire que quand il y avait du dolutegravir qui avait une activité, on avait un effet manifeste en bleu, donc vous avez les personnes qui sont en dessous de 50 copies, alors que quand vous êtes avec le fostemsavir, vous voyez, quand il est seul produit associé actif, potentiellement actif, on n'a pas ces résultats. Donc il est vraiment important de non seulement avoir d'autres produits actifs,
mais aussi d'associer des produits puissants qui restent encore actifs. Alors voilà la réponse maintenant qui est aussi un peu perturbante, mais il faudrait avoir une analyse multivariée, mais il est évident que sur ce petit nombre de patients, c'était difficile. On voit qu'il y a un impact des personnes qui avaient moins de 50 CD4, c'est-à-dire que le pourcentage de succès virologique, pourrait-on dire, de diminution importante ou d'obtention d'une charge virale en dessous de 50-200 copies est dépendante de la valeur de CD4. Les patients qui avaient moins de CD4 ont eu des réponses virologiques nettement moins bonnes. Alors, vous allez me dire, ils n'avaient pas tout à fait le même profil et surtout, ils avaient moins de possibilités thérapeutiques. Donc, ce n'est pas très étonnant, mais quand même, ça a l'air d'être un élément aussi assez péjoratif d'être en dessous de 50 CD4. Alors, parfois, on est contraint, mais ça veut dire aussi que peut-être il ne faut pas utiliser nécessairement ce produit en dernière extrémité. Et là où vous avez le détail, là, en termes de gains en CD4, vous voyez que les personnes qui avaient moins de 50 CD4 ont gagné très peu de CD4. Et par contre, celles qui étaient au-dessus de 50 ont eu des gains quand même significatifs quand on sait l'impact que peut avoir ce type de progression de 50 ou 100 en CD4 sur l'incidence des infections opportunistes. Alors, ma dernière diapositive pour être dans les temps, donc c'est un récapitulatif des réponses virologiques dans les études à la fois 301 que je viens de présenter, mais aussi 311, qui était une étude d'extension d'accès et qui a cette extension d'accès qui soit a poursuivi ce que recevaient donc les patients dans le TMB 301 dans certains pays, et donc ça a concerné 27 personnes, et puis une cohorte à part, qui est la cohorte 2 du TMB 311, qui partait dès le départ à balizumab, donc dès le début avec une association avec un traitement optimisé. Et on voit que les résultats définitifs entre ces deux études sont assez similaires, et donc avec des réductions significatives grâce à l'association des thérapeutiques, et avec, même sur des périodes prolongées, plus de la moitié des patients donc, qui sont contrôlés virologiquement, ce qui est quand même un résultat important compte tenu de l'historique de ces patients. Alors, juste un mot pour terminer, en termes de tolérance. La tolérance, en particulier dans l'étude 301, a été satisfaisante, avec des éléments peu spécifiques, mais surtout, ce qu'il faut relever, parce que ça peut être important pour les cliniciens, il y a eu quelques éruptions qui sont survenues pas le lendemain, mais souvent quelques jours ou semaines après, qui ont été peu sévères, résolutifs, qui n'ont pas empêché la poursuite du traitement. Donc ça, c'est important. Et puis le deuxième élément qui a touché à peu près autour de 5 à 10% des patients. Et puis deuxième élément aussi, il y a eu un syndrome de reconstitution immunitaire, donc IRIS, observé, mais là, je pense qu'il faut le reconstituer dans le contexte où sont des patients qui sont fortement immunodéprimés et à qui on donne tout d'un coup une thérapeutique combinée, donc active. Donc, ce n'est pas trop étonnant que sur le nombre, il y ait un cas d'IRIS constaté qui ne doit pas être une contre-indication donc, pour débuter ce type de traitement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Alors, on a déjà une première question dans le forum, enfin dans les questions. Donc, Anne-Geneviève, tu nous as parlé là j'en ai un petit peu aussi parlé, mais de la sensibilité baseline, puisqu'il y a une question, est-ce qu'il y a besoin de faire un test de résistance pré-thérapeutique avant l'utilisation d'ibalizumab? Merci Charlotte. J'ai un petit peu répondu, je pense, dans ma conclusion, parce que bon, c'est vrai que sur les données qui sont disponibles, on voit que là, quand même, la majorité des souches sont sensibles. Et c'est vrai que comme on a affaire à des patients qui sont multitraités avec des virus multirésistants, je pense que l'important, là, c'est surtout d'essayer d'optimiser au mieux, comme l'a dit Jacques, le traitement associé.
parce qu'effectivement, en cas d'échec, on a un risque de sélection de mutation de résistance au traitement optimisé. Mais moi, enfin, après, bien sûr, ça a un intérêt après si on veut faire des études, mais je crois que si on veut l'utiliser, il ne faut pas que ce soit un frein. Si on n'a pas la possibilité d'étudier la sensibilité à baseline, il ne faut pas que ce soit un frein à l'utiliser. En revanche, oui, il faut, parce que voilà, les souches sont majoritairement sensibles, et puis parce qu'il faut aussi, on a tout le traitement optimisé à accompagner. Voilà. Donc, mais je pense que Jacques va nous donner son avis également. Oui. Oui, c'est sûr. Hein, là, je pense que là, il n'y a pas trop de discussion. On peut débuter sans test de résistance préalable. Alors, moi, j'aurais une question, peut-être avant qu'il y ait d'autres questions qui apparaissent. Moi, j'aurais une question vis-à-vis de la firme. C'est où en est-on de l'usage de ce produit en France actuellement? Et d'autre part, quelle est la situation des procédures d'ATU, d'enregistrement, de disponibilité? Alors, alors, son utilisation, il y a eu des programmes de Early Access en Europe, et y compris en France, là qui sont terminés puisqu'on est passé en phase post-ATU. Il a eu un label européen le 29 septembre. Et voilà. De l'année. De l'année précédente, oui, pardon, 2019. Son label européen date de 2019. Et les phases d'enregistrement sont débutées dans plusieurs pays européens. Bon, et donc, et la disponibilité en France, ça se passe comment pour les cliniciens? En pratique, on était avec un système d'ATU jusqu'au 1er décembre. Là, on est passé en phase post-ATU. D'accord. Alors, pour évoquer un sujet qui fâche parfois, bon, on a la notion que c'est un prix élevé, mais la notion que j'ai, c'est que c'est un prix, mais avec prix en sus, en termes de, c'est pas à la charge de l'établissement dans l'état actuel des choses. Alors, comme il était sur dans les programmes comme il était dans les programmes d'ATU, effectivement, c'était sur un système équivalent à la liste en sus, et c'est possible que ce soit quelque chose qui soit reconduit pour la phase suivante. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, alors moi, je n'ai pas vu de questions arriver non plus sur le chat, mais enfin, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut les voir en online, donc surtout, n'hésitez pas. Ah, voilà. Du coup, eh ben, il y en a une deuxième qui vient juste d'arriver. C'est en pratique l'évaluation du nombre de sites de glycosylation. Alors, c'est une très très bonne question. C'est quelque chose, d'ailleurs, on a eu une réunion du groupe résistance de la NRS pas plus tard que cette semaine. Avant-hier, c'est ça. Et non, je pense que, et donc on a convenu qu'effectivement, il fallait qu'on travaille sur un observatoire de la résistance aux inhibiteurs d'entrée en général, mais en particulier donc sur l'ibalizumab, avec la mise à disposition par le groupe ANRS d'une technique de séquençage pour l'ensemble des gens qui voudraient le réaliser, une mise à disposition des protocoles de séquençage pour la boucle V5. Donc je crois que Jacques, tu nous avais dit qu'il y a certains centres qui avaient déjà travaillé dessus. Donc voilà, on va tous ensemble. Oui, on souhaiterait, je pense, il y a un certain nombre de cliniciens qui sont très intéressés. Je pense que c'est important, l'usage va s'étendre. Bon, moi, actuellement, j'ai un patient donc traité, ça a été assez spectaculaire parce que c'était un multi-résistant. Il avait carton plein, comme on dit au loto. Donc, il n'avait qu'un antirétroviral commercialisé encore actif. Et donc, il est rentré dans un protocole thérapeutique d'une autre firme, mais avec l'autorisation d'avoir l'ajout de l'ibalizumab qu'on a fait de façon un petit peu décalée, un peu comme la procédure FDA. Et là, actuellement, ce patient est indétectable alors qu'il était détectable depuis des années.
donc par échec de toutes les thérapeutiques. Donc manifestement, il y a une utilité. Et donc, il faudra voir effectivement sur les patients en échec, sur la problématique, sur cette histoire de MPI, sur le problème de la capacité réplicative. Il y a plein de questions qui se posent, donc c'est intéressant. Alors, on me demande, il y a une question sur le prix exact. Est-ce que vous pouvez nous donner le coût d'un traitement quand c'est 800 mg, ça correspond à monsieur... Alors, le prix est en négociation, donc il n'est pas encore fixé, donc je peux pas vous le donner. Je serais bien malin si je le connaissais. Il va être à la baisse, hein, parce que je pense que Oui, bien sûr. Et pardon. Jacques, il y avait une autre question sur dans la réponse virologique est meilleure dans la seconde cohorte. Est-ce que tu as des hypothèses? Oui, parce que je pense que dans la seconde cohorte, c'était plus tard, donc il y avait peut-être plus d'options aussi thérapeutiques, et surtout, les patients ont eu d'emblée le complet, donc on n'a pas l'évaluation initiale de savoir de combien baisse. Donc, quand on regarde les résultats, c'est sûr que d'emblée, il y a la puissance maximale parce qu'on a mis tout d'un coup. Voilà. Donc, c'est un élément important. Et puis, on est quand même sur des effectifs qui ne sont pas très importants. Et puis, pour ce qui est de la cohorte 1 qui a prolongé, en fait, l'étude initiale, hein, donc il faut savoir que c'était des patients un petit peu sélectionnés. Hein. Quand on garde ceux qui ont gagné, ils gagnent toujours. Hein. C'est toujours un peu la prime est au vainqueur. Hein. Donc, non, alors il n'y a pas de questions supplémentaires. Il nous reste 4 minutes. Ouais. Non, de la conclusion. Tu avais une question, Charlotte? Non, pas forcément une question, mais c'était juste un commentaire par rapport. Je reviens sur juste la discussion d'avant sur la détermination du séquençage de la boucle V5 pour les sites de glycosylation. C'est vrai qu'on commence à avoir. Enfin, on a eu, nous, c'est évidemment très ponctuel et on a eu une demande, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, comme le disait Geneviève, on va finaliser les protocoles parce que, par contre, après, on va avoir une part ça va être un outil, enfin, l'analyse des séquences va être un peu différent parce que c'est pas juste, évidemment, c'est pas juste une recherche de mutation. Il va falloir analyser les sites de N-glycosylation. Donc, c'est voilà. Et puis, on avait vu aussi dans le poster que tu as présenté issu des essais de la firme, hein, mais au Congrès européen, alors évidemment qu'il y avait les sites de glycosylation. Et alors, a priori aussi, la longueur de la boucle V2, si je ne m'abuse. Oui. Qui était, voilà. Ouais, bon. Mais c'est sûr que de toute façon, c'est comme pour toutes les molécules. On a des données qui sont préliminaires. On a il faut qu'on travaille dessus pour produire plus de données et puis avoir une meilleure compréhension des mécanismes de résistance. Bon, voilà, c'est une nouvelle molécule, c'est une nouvelle classe. Il faut qu'on apprenne à la manier, à mieux appréhender sa résistance et d'où, je pense, la nécessité vraiment de travailler à partir des patients qui reçoivent de l'ibalizumab. Et du coup, c'est vrai que je disais tout à l'heure, je vais me contredire, hein, c'est peut-être pas la peine de tester la résistance, mais si on veut évaluer la perte de sites de glycosylation, des variations, parce qu'on sait que l'enveloppe, c'est extrêmement variable, et si on veut vraiment regarder l'évolution de l'enveloppe en cas d'échec, il faut quand même qu'on ait la baseline. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à ça, même si c'est pas une indication à mettre, enfin, utiliser ou pas l'ibalizumab, la séquence à baseline va quand même être importante compte tenu de la grande variabilité de l'enveloppe. Oui, alors ça, c'est un message très important à la fois pour les virologues et pour les cliniciens, c'est-à-dire que les cliniciens, normalement, doivent démarrer ce type de traitement après un staff multidisciplinaire, mais je pense que la communauté virologique étant suffisamment interconnectée, je pense qu'effectivement, il faudra avoir ce suivi dès le départ
pour justement avoir des éléments comparatifs. Donc, je pense que c'est une histoire nouvelle qui démarre, parce qu'effectivement, les ATU, c'est toujours dans des situations un peu abracadabrantes et difficiles, avec des données souvent incomplètes. Et il faudrait essayer de faire quelque chose de prospectif et en même temps qui soit utile en termes français de compréhension d'un certain nombre d'événements donc à caractériser. Tout à fait. Bon, écoutez, je crois qu'on est pile à 15 heures, donc on peut remercier, je remercie chaleureusement mes deux collègues virologues qui ont apporté une vision claire de quelque chose qui n'est pas toujours très simple pour les physiciens, parce que les inhibiteurs d'entrée, moi je m'y intéresse depuis longtemps, moi je suis un vétéran, hein, donc, mais pour les plus jeunes, bon, il faut qu'ils se forment, hein, voilà, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.